Mon mariage. Non, notre mariage. Je ne suis pas doué pour les grandes phrases, vous savez, mais ce jour-là, j'ai compris que même un type comme moi, un type qui avait passé plus de 20 ans à s'engluer dans la boue de Lyon, pouvait mériter ça. Du moins, c'est ce que je me suis dit. On s'est mariés un jour de printemps, le soleil tapait fort sur le Jura, et les champs étaient couverts de ces fleurs sauvages que Marie adore. Un ciel d'un bleu parfait, sans un nuage. Pas de grande messe, pas de faste, rien de ce que ma vie d'avant m'aurait permis. Juste un petit comité, dans le jardin derrière le garage. Sophie, la voisine, celle qui apporte toujours ses confitures, d'ailleurs, c'est comme ça que Marie l'appelle, ma Sophie, était là, un peu les larmes aux yeux. Quelques amis des villages alentours que Marie connaît depuis toujours. Et Pierre, notre fils, mon petit porteur d'alliance. C'était tout ce qu'il fallait. Marie portait une robe blanche simple que Sophie lui avait cousue, ses cheveux lâchés, avec quelques-unes de ses fleurs sauvages glissées dedans. Elle était d'une beauté à couper le souffle, d'un genre que je n'avais jamais vu avant, même dans les plus grandes soirées lyonnaises. Une beauté vraie, sans artifice, comme un matin d'été après la pluie. On a échangé nos alliances sous le grand chêne, là où le père de Marie repose maintenant. Pierre, notre petit bonhomme, se tenait d'entre nous, tenant la main de Marie et serrant aussi la mienne. Quand le petit maire a prononcé ces mots, vous savez, vous êtes mari et femme, Pierre a hurlé, littéralement hurlé. Son papa, maman, on est une famille maintenant, a résonné dans tout le jardin et même Sophie a ri en essuyant ses larmes. C'était la première fois que Pierre m'appelait papa. Je me suis agenouillé, je l'ai serré dans mes bras, et pour la première fois depuis des années, des décennies en fait, j'ai pleuré. Pas des larmes de douleur, de rage ou de perte, des larmes de paix, de retrouver quelque chose que je n'avais jamais pensé pouvoir récupérer, l'impression d'être enfin à ma place. Tout ça, ce n'est pas arrivé par magie, vous savez. Ça a commencé un peu plus d'1 an auparavant, dans la chaleur torride de juillet. À l'époque, j'étais encore Julien Dubois, 37 ans, un homme dont on disait à Lyon qu'il pouvait acheter des quartiers entiers s'il le voulait. Mais là, ce vendredi après-midi, j'étais coincé, planté. Le luxe et la puissance, ça ne réparait pas un moteur qui refusait de démarrer. Mon Cadillac Escalade noir, le même genre de voiture que j'utilisais pour mes déplacements discrets, avait rendu l'âme sur un chemin de terre perdu, quelque part dans le Jura. Je venais de finir une réunion secrète à Paris, le genre de réunion où personne n'était censé savoir où j'étais. Mon habituel Maybach était trop reconnaissable. J'avais pris la voiture d'un de mes gars, choisi une route sinueuse pour éviter d'être suivi, sans garde du corps pour ne pas attirer l'attention. C'était ma façon de disparaître, de me fondre dans l'ombre. Ironique, non? Cette fois, l'ombre n'avait pas pu me protéger d'une chose bien plus simple. Une panne de moteur. Ça avait commencé par un bruit étrange, un genre de râle mécanique. Puis, la fumée, épaisse, âcre, elle s'était mise à s'échapper du capot. Et puis, plus rien. Le silence. Le silence total, à part le vent qui sifflait entre les herbes hautes. Je suis sorti, mon costume à 5 000 € froissé, mes chaussures italiennes lustrées, couvertes de poussière. J'ai regardé cette escalade fumant comme s'il m'avait personnellement trahi. Mon téléphone? Pas de signal. Autour de moi, des prairies à perte de vue. Au loin, les sommets enneigés, on m'a dit plus tard que c'était des Alpes du Jura. Mais sur le moment, je n'ai vu qu'un désert. Personne, pas un bruit, juste ce vent. Moi, le maître de l'ombre, celui qui pouvait décider de vie et de mort d'un simple mouvement de tête, j'étais là, impuissant, ridicule. J'étais bon pour ordonner des exécutions, mais incapable de réparer ma propre bagnole. Ça m'a fait rager. Contre moi, contre cette machine stupide, contre ce monde qui, parfois, remettait tout en place d'une façon cinglante.
Et puis, il est apparu. Un gamin, 7 ans peut-être. Il est sorti de ce même chemin de terre, comme de nulle part. T-shirt avec une voiture de course, jeans délavés. Et dans sa main, une petite voiture, un SUV noir, étrangement similaire au mien, fumant là, à côté de moi. Il était seul, marchant avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui connaissait chaque brin d'herbe sur cette route. Il s'est arrêté devant moi, a levé la tête. Des grands yeux bruns, sans la moindre trace de peur. Ça m'a surpris. D'habitude, quand les gens croisaient mon regard, ils baissaient les yeux ou la peur les tordait. Lui, rien. Juste une curiosité innocente et vive. Il a penché la tête vers la fumée, puis a prononcé une seule phrase. Une phrase qui allait, sans que je le sache encore, tout changer. Ma maman peut la réparer. Elle répare toutes les voitures. Sa voix était pure, pleine d'une confiance enfantine. Je l'ai regardé, ce petit bonhomme debout là, au milieu de nulle part, offrant son aide avec une sincérité déconcertante, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il ne savait pas qui j'étais, ne savait pas ce que ses mains, mes mains, avaient fait. Il voyait juste un homme qui avait un problème, et quelque chose au fond de ma poitrine, à un endroit que je croyais mort depuis longtemps, a commencé à se réveiller. Un frisson, presque un battement, léger. C'était troublant. Ce gamin, Pierre, en le regardant dans cet instant suspendu sous le soleil du Jura, je me suis rappelé un garçon qui avait eu lui aussi des yeux clairs, qui avait cru comme lui que le monde était un endroit bon, qui avait cru que ses parents seraient toujours là pour le protéger. Ce garçon, c'était moi. 23 ans plus tôt, avant que tout ne bascule. Je suis né Julien Dubois dans une famille ordinaire de la banlieue de Lyon. Mon père, Michel, était l'expert comptable pour une grande entreprise de construction. Ma mère, Jeanne, enseignait la littérature au lycée. On vivait dans une maison à 2 étages, avec un petit jardin où ma mère cultivait ses roses et où mon père m'avait construit une balançoire. Mes après-midi d'enfance avant cette nuit-là, étaient remplis de rire. J'étais un bon élève, je jouais au rugby pour l'équipe du lycée et je rêvais de devenir avocat, de défendre la justice, comme les héros de film. Chaque soir, on se retrouvait autour de la table. Mon père parlait de son travail, ma mère me posait des questions sur l'école et je me sentais le gamin le plus chanceux du monde. Je ne savais pas à quel point ce bonheur était fragile, que tout ça pendait à un fil. J'étais aveugle, et comment ne pas l'être à cet âge-là? Puis, l'année de mes 14 ans, tout a basculé. Mon père, en faisant son travail, avait découvert accidentellement que l'entreprise pour laquelle il travaillait n'était qu'une façade pour le blanchiment d'argent d'une organisation criminelle. Des chiffres qui ne correspondaient pas. Des fonds venant de nulle part. Des projets de fantômes qui n'existaient que sur le papier. Mon père était un homme intègre, avec un sens de la justice presque naïf. Il a décidé d'aller voir la police. Ce fut son erreur. Sa dernière, cette nuit fatidique, était une nuit d'hiver, froide, glaciale. J'étais dans ma chambre, à faire mes devoirs, quand j'ai entendu la porte d'entrée être défoncée. Le cri de ma mère, mon père hurlant mon nom, puis des pas lourds montant les escaliers. Ma mère a dévalé dans ma chambre, le visage livide, les mains tremblantes. Elle m'a poussé dans le placard. D'une voix étranglée, elle m'a dit de me cacher, de ne surtout pas sortir. Quoi qu'il arrive, je ne devais pas sortir. Elle m'aimait. Puis elle a fermé la porte du placard. À travers la fente étroite de cette porte, j'ai tout vu. Des hommes masqués. Ils ont traîné mes parents dans la pièce. Ils ont battu mon père, exigeant de savoir ce qu'il savait, ce qu'il avait dit à la police. Mon père n'a rien donné. Pas un mot. Puis, un coup de feu. Mon père est tombé. Ma mère a hurlé et s'est jetée sur son corps. Un deuxième coup de feu. Ma mère s'est effondrée à côté de mon père. Le sang, tant de sang. Il s'est étalé sur le sol, a suinté sous la fente du placard et a touché mes pieds. Chaud, gluant. J'ai retenu mon souffle.
Mes yeux étaient secs, figés. J'avais l'impression de ne plus pouvoir bouger. Je suis resté dans ce placard toute la nuit, écoutant les hommes fouiller la maison, les entendant rire et parler comme s'ils venaient de faire quelque chose de banal, entendant leur voiture s'éloigner. Quand tout est redevenu silencieux, je n'ai toujours pas osé sortir. Je suis resté là, dans le noir, avec l'odeur du sang de mes parents, jusqu'à ce que la lumière de l'aube se glisse par la fente. Le Julien de 14 ans est mort cette nuit-là. Celui qui est sorti du placard le lendemain matin était quelqu'un d'autre, une coquille vide, mais remplie d'une rage que je ne comprenais pas encore. C'est Monsieur Lafarge qui m'a trouvé 3 jours plus tard, un patron de la pègre, rival de l'organisation qui avait tué mes parents. Il n'est pas venu par compassion. Il est venu parce qu'il a vu quelque chose dans les yeux de ce gamin recroquevillé au commissariat, refusant de parler à quiconque. Il a vu un feu de haine qu'il savait pouvoir forger en une arme mortelle, si on s'y prenait bien. Monsieur Lafarge m'a dit qu'il savait qui avait tué mes parents, qu'il pouvait m'apprendre à me venger. J'ai regardé cet étranger avec des yeux qui ne connaissaient plus la peur, et j'ai hoché la tête. À partir de ce jour, j'ai été entraîné à devenir un guerrier. Pendant 10 longues années, j'ai tout appris. Les arts martiaux, les armes à feu, la stratégie, la psychologie, les affaires, comment lire les gens, comment manipuler, comment survivre dans un monde où la confiance était le luxe le plus rare. Monsieur Lafarge m'a appris que l'émotion était une faiblesse, que l'amour était ce que les gens utilisaient pour se poignarder dans le dos. Il m'a dit que si je voulais survivre, je devais devenir plus fort que tous ceux qui voulaient me nuire. Et j'ai appris. J'ai appris sans relâche, jusqu'à ne plus être un être humain ordinaire. À 24 ans, M. Lafarge est mort d'une maladie cardiaque, me laissant son empire. À 27 ans, j'ai trouvé et détruit l'homme qui avait commandité le meurtre de mes parents. Je me suis tenu devant lui, les regardé supplier, et j'ai appuyé sur la détente sans ciller. Mais quand mon ennemi est tombé, je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni satisfaction, ni paix. Seulement un vide. Un vide immense que je n'avais aucune idée de comment combler. J'avais passé ma vie entière à me venger. Maintenant que la dette était payée, je ne savais plus pourquoi je devais vivre. C'était étrange. Comme si une part de moi s'était éteinte avec eux. C'est là qu'est apparue Sophie. 5 ans plus tôt, alors que je me noyais encore dans ce vide après ma vengeance, elle est entrée dans ma vie comme un rayon de lumière. Elle était belle, mais pas d'une beauté éblouissante et intouchable, comme les femmes qui m'entouraient habituellement pour l'argent ou le pouvoir. Des cheveux bruns brillants, des yeux bleus clairs, et un sourire doux qui me donnait l'impression d'être vraiment vu pour la première fois depuis tant d'années. Sophie était la gérante d'un restaurant que je fréquentais. Elle ne savait pas qui j'étais, ou du moins, elle faisait semblant de ne pas savoir. Elle ne baissait pas la tête devant moi, n'avait pas l'air effrayée quand elle croisait mon regard. Ne me flattait pas, elle me traitait comme un homme ordinaire, et ça m'a attiré avec une force étrange, inexplicable. J'ai commencé à venir au restaurant plus souvent, pas pour la nourriture, mais pour la voir, pour entendre sa voix, pour qu'elle me sourie. On a commencé à se fréquenter. Sophie m'écoutait quand je parlais, sans juger, sans peur, même quand elle a compris que je n'étais pas un homme bien. Elle disait que tout le monde avait un passé et que le passé ne définissait pas la personne qu'on était. Pour la première fois depuis la mort de mes parents, j'ai laissé quelqu'un entrer dans mon cœur. Je lui ai raconté cette nuit fatidique, le garçon de 14 ans caché dans un placard, la douleur que je n'avais jamais prononcée à voix haute à personne. Sophie a pleuré en écoutant mon histoire. Elle m'a serré dans ses bras, promettant qu'elle ne me quitterait jamais. Je l'ai cru. Je l'ai aimée avec tout ce qui restait à l'intérieur d'un cœur endurci. J'ai même pensé à tout quitter, à abandonner l'ombre, à vivre une vie ordinaire à ses côtés. 2 ans ensemble, et je pensais avoir enfin trouvé un rivage après toutes ces années en pleine mer. Puis, la vérité a éclaté. Une nuit, je suis rentré plus tôt que prévu. J'ai trouvé Sophie au téléphone dans la chambre.
Elle ne savait pas que j'étais derrière la porte. Elle rapportait des informations sur moi, mon emploi du temps, mes réunions secrètes, mes faiblesses. La personne à qui elle parlait était Arnaud Mercier, mon plus grand ennemi, l'homme qui faisait tout pour me faire tomber. Sophie n'était pas entrée dans ma vie par hasard. Elle avait été placée là, entraînée, chargée de se rapprocher de moi et de recueillir des informations. Chaque mot d'amour, chaque baiser, chaque nuit passée à ses côtés, chaque larme qu'elle avait versée en écoutant mon histoire. Tout n'avait été qu'une mise en scène. Je suis resté là, j'ai entendu chaque mot, et j'ai senti mon cœur se briser pour la deuxième fois. La première fois, c'était quand mes parents avaient été tués. Cette fois, ça faisait plus mal. Cette fois, j'avais ouvert la porte de mes propres mains et laissé l'ennemi entrer. Je lui avais tendu le couteau moi-même et l'avais laissé me le planter en plein cœur. J'ai traité Sophie comme je traitais tout traître. Je ne suis pas entré dans les détails et ce n'était pas nécessaire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après cette nuit-là, Sophie a disparu et avec elle est partie la dernière partie de Julien qui savait encore aimer. Cette nuit-là fut la dernière fois que j'ai pleuré. Après ça, j'ai juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Mon cœur s'est glacé complètement, plus froid qu'un hiver à Lyon. 10 ans après d'avoir hérité de l'empire de M. Lafarge, Julien Dubois était devenu l'un des patrons les plus puissants et les plus craints de la ville. J'avais tout ce dont les gens rêvaient, une immense villa avec des dizaines de chambres, et je n'en utilisais qu'une. Des voitures de luxe alignées dans le garage, des montres, des costumes, des chaussures, tout, les plus grandes marques. De belles femmes m'entouraient à chaque fête, prêtes à tout pour attirer mon attention. Mais je ne faisais confiance à personne. Je dormais avec un revolver sous mon oreiller. Des caméras de sécurité partout dans la maison. Des gardes du corps postés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne mangeais pas de nourriture que d'autres préparaient. Je ne buvais pas d'alcool que d'autres versaient. Et je ne m'asseyais jamais dos à la porte. J'avais tout et je n'avais rien. Voilà pourquoi ce jour-là, sur ce chemin de terre isolé du Jura, je voyageais seul. Même Sam, mon bras droit le plus loyal, n'avait pas été mis au courant de ce voyage. Pour la première fois, j'étais vraiment seul avec mes secrets. J'avais choisi de conduire seul, de prendre une longue route à travers la campagne reculée, de n'avoir aucun garde de corps, de ne laisser personne savoir où j'étais, parce que je ne faisais confiance à personne. Je ne laissais personne me voir quand je n'avais rien pour me protéger. Et maintenant, je me retrouvais devant un garçon de 7 ans aux yeux clairs et sans défense. Un garçon qui venait de dire que sa mère pouvait tout réparer. Je me suis demandé si quelque chose dans ce monde pouvait réparer un cœur aussi brisé que le mien. Pierre n'a pas attendu ma réponse. Il a pris ma main. Naturellement, comme si on se connaissait depuis des années, il a commencé à me tirer le long du chemin de terre. J'ai sursauté. Le contact de cette petite main, chaude, douce, absolument confiante, si bien ajustée à la mienne. Ça faisait combien de temps que quelqu'un ne m'avait pas touché sans arrière-pensée? Combien de temps depuis que j'avais ressenti une confiance aussi pure? Je ne me souvenais même plus. Pierre a bavardé tout le long du chemin. Il m'a parlé de sa maman, du garage, de son grand-père qui était parti au ciel, des voitures dont il connaissait les noms par cœur. Il m'a dit que sa maman était de la meilleure du monde, qu'elle pouvait réparer toutes les voitures, que son atelier s'appelait Garage Picard et que son grand-père le lui avait laissé. Je l'ai écouté, pas parce que je me souciais des détails, mais parce que la voix claire et joyeuse du garçon m'apaisait d'une manière étrange, inattendue. Le chemin de terre nous a menés devant des champs verts infinis, avec les montagnes enneigées au loin. Un vent léger soufflait, apportant l'odeur de l'herbe sèche et des fleurs sauvages. Le ciel était d'un bleu profond, impeccable. Pas un seul nuage. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans un monde complètement différent de Lyon. Pas de klaxon strident, pas de gratte-ciel, pas de regard surveillant de gens qui voulaient me nuire.
Seulement la nature, une paix tranquille et un garçon de 7 ans me tenant la main. Après environ 15 minutes de marche, le garage est apparu. C'était un bâtiment ancien, mais bien rangé. Ses murs peints en blanc étaient jaunis par le temps. Une enseigne peinte à la main pendait devant. Garage Picard, fondé en 1997. La peinture était défraîchie mais facile à lire. Quelques vieilles voitures attendaient des réparations dehors. À côté de l'atelier, une petite maison en bois d'un étage, avec un porche, une vieille balançoire de Porsche et un petit potager sur le côté. Une musique country s'échappait d'une radio à l'intérieur du garage, se mêlant à l'odeur d'huile de moteur et d'herbes séchées au soleil. J'ai observé la scène simple et j'ai eu l'impression d'être entré dans un autre monde. Un monde où je n'avais pas ma place. Pierre m'a tiré à l'intérieur et a crié « Maman, maman, il y a un monsieur dont la voiture est en panne. » Le bruit d'un moteur et le cliquetis des outils ont cessé. Puis, une femme est sortie de sous une vieille Ford soulevée sur un pont élévateur. Je l'ai regardée et le temps a semblé s'arrêter un instant. Marie Picard ne ressemblait à aucune femme que j'avais rencontrée. Des cheveux châtains remontés en chignon, quelques mèches rebelles échappées. Son visage était maculé de graisse de moteur, mais cela ne cachait pas sa beauté naturelle. Ses yeux verts me regardaient droit, avec circonspection, sans trace de peur ni d'admiration. Elle portait un vieux t-shirt blanc et une salopette de mécanicien, une clé à molette encore à la main. Elle mesurait environ 1,65 m, mince mais pas fragile. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, dans son regard, qui disait que c'était une femme habituée à tout affronter seule. Marie m'a regardé de haut en bas, son regard s'attardant sur mon costume coûteux, mes chaussures en cuir brillant, puis revenant à mon visage. Elle n'avait pas l'air impressionnée. Au contraire, elle semblait légèrement agacée, comme si ma richesse était plus un problème qu'un motif d'admiration. Pierre a couru pour serrer la jambe de sa mère, décrivant avec enthousiasme la grosse voiture noire qui était tombée en panne. « Tant de fumée, maman! » La voix de Marie s'est adoucie quand elle a parlé à son fils, lui lissant les cheveux et lui demandant s'il avait marché loin, s'il était fatigué. Mais quand elle s'est retournée vers moi, son ton est redevenu froid et pratique. « Où est-ce votre voiture? » m'a demandé Marie sans détour, sans même un salut. Pas de politesse, pas de sourire amical, droit au but. J'étais habitué à ce que les gens s'inclinent devant moi, me craignent ou cherchent à me plaire. Mais cette femme me regardait comme si j'étais simplement un client ordinaire avec un véhicule en panne. Rien de plus, rien de moins. Et étrangement, cela me donnait envie d'en savoir plus sur elle. Marie a conduit la vieille camionnette du garage et m'a ramené à l'endroit où l'escalade avait rendu l'âme. Pierre était assis entre nous, parlant toujours des différents types de voitures, de son désir de devenir mécanicien comme sa maman quand il serait grand. Marie est restée silencieuse, concentrée sur la conduite, me jetant parfois des regards mesurés dans le rétroviseur. Quand nous sommes arrivés, elle est sortie et s'est dirigée directement vers l'escalade, qui dégageait encore un léger filet de fumée. Elle a ouvert le capot et a vérifié l'intérieur avec des mouvements précis et professionnels. Je l'ai observé travailler, surpris par son assurance et sa compétence. Dans mon monde, les femmes jouaient généralement des rôles différents, mais cette femme-là savait clairement exactement ce qu'elle faisait. Après quelques minutes, Marie s'est redressée et a donné son diagnostic. La pompe à eau était cassée et le système de refroidissement avait un problème. Elle pouvait le réparer, mais les pièces pour ce type de véhicule n'étaient pas disponibles dans ce petit village. Elle devrait les commander de la ville, et cela prendrait environ 3 à 4 jours. J'ai pesé mes options. Je pouvais appeler Sam et faire envoyer une autre voiture pour venir me chercher, mais cela révélerait ma position, la chose même que j'essayais d'éviter. En outre, il y avait quelque chose dans cet endroit, dans cette femme, qui me donnait envie de ne pas partir tout de suite. Marie est restée silencieuse un instant, comme si elle réfléchissait à quelque chose. « J'ai une chambre d'amis derrière l'atelier », a-t-elle dit froidement. « C'est simple, mais propre.
Vous pouvez y rester en attendant les pièces. Elle a précisé que ce n'était pas un hôtel chic, juste une petite chambre simple, mais propre. Je pouvais rester ou non, c'était à moi de voir. Pierre a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants, et a demandé « Vous resterez avec maman et moi, n'est-ce pas? » J'ai regardé le garçon, puis Marie, debout à côté de ma voiture en panne, les bras croisés, attendant d'une réponse sans paraître se soucier de mon choix. J'ai hoché la tête. Marie a observé l'étranger hocher la tête, dire « oui ». Et elle s'est demandé ce qu'elle venait de faire. Elle n'était pas le genre de femme à inviter des étrangers chez elle, surtout des hommes en costume coûteux, avec des yeux aussi froids que la glace. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Pierre le regardait. La façon dont son fils tenait la main de cet étranger sans la moindre trace de peur l'avait rendu incapable de dire non. Ou peut-être qu'au fond d'elle, elle comprenait ce que c'était d'être piégée dans le vide. Marie Picard avait été piégée toute sa vie. Elle était née dans la même petite maison à côté du garage, celle où elle vivait maintenant avec Pierre. Sa mère, Catherine, était une belle femme aux cheveux blonds brillants et aux yeux bleus vifs que Marie avait hérités. Mais Catherine n'avait pas sa place ici. Elle détestait l'odeur d'huile de moteur sur les vêtements de son mari, détestait le chemin de terre poussiéreux menant au village, détestait la vie ennuyeuse, faite de voitures en panne et de champs d'herbe interminables. Elle rêvait de la grande ville, des fêtes élégantes, de la vie qu'elle croyait mériter. Quand Marie avait 7 ans, Catherine est partie, pas seule. Elle est partie avec un homme qui avait traversé la ville, s'était arrêté pour faire réparer sa voiture et avait tout changé. Marie se souvenait encore de ce matin, se réveillant et courant en bas dans la cuisine pour retrouver sa mère, comme tous les jours. Mais sa mère n'était pas là. Seul son père était assis à table, les yeux rouges et gonflés, un morceau de papier froissé à la main. Sa mère avait laissé quelques lignes. Elle était désolée. Elle ne pouvait plus vivre comme ça. Ne la cherchez pas. Marie n'avait pas compris. Elle avait demandé à son père quand sa mère reviendrait, et il l'avait seulement serré fort sans répondre. Les jours suivants, Marie s'était assise sur le porche chaque après-midi, fixant le chemin de terre, en attendant la silhouette de sa mère. Elle avait attendu 1 semaine, 1 mois, 1 an. Sa mère n'était jamais revenue. Pas un seul coup de téléphone, pas une lettre, pas une explication. Catherine avait disparu de la vie de sa fille comme si la petite fille n'avait jamais existé. C'est là que la première blessure de Marie s'était formée. La peur d'être abandonnée. Ce manière institutionnel, on a abandonné. Le sentiment de ne pas être assez bien pour que quiconque reste. Henry Porter, le père d'Amelia, n'avait jamais dit un mot méchant sur son ex-femme. Il avait seulement dit à sa fille que certaines personnes étaient nées pour rester, d'autres pour partir, et qu'elles étaient du genre à rester. Il avait élevé Marie seule, étant à la fois père et mère. Il lui avait appris à cuisiner, même si tout ce qu'il faisait finissait brûlé. Il lui avait tressé les cheveux, même si c'était tordu à chaque fois. Il lui avait lu des contes de fées chaque nuit, même si sa voix était rauque à force de respirer des gaz d'échappement toute la journée. Et il lui avait tout appris sur les voitures, les moteurs, et comment réparer ce qui était cassé. Il lui avait dit qu'une voiture ne la trahirait jamais, que si elle en prenait soin, elle resterait fidèle. Aussi simple que cela. Marie a grandi dans le garage de son père. À 10 ans, elle pouvait distinguer les différents moteurs au son qu'ils faisaient. À 14 ans, elle pouvait changer l'huile elle-même et réparer des problèmes simples. Ses camarades de classe rêvaient de l'université, de la grande ville, d'aventures lointaines. Marie avait choisi de rester parce que son père était le seul qui ne l'avait jamais abandonnée, et elle ne l'abandonnerait jamais. À l'âge de 20 ans, le père de Marie, Henry, a commencé à tousser de plus en plus. Il le cachait à sa fille, disant que ce n'était qu'un simple rhume. Mais Marie savait que quelque chose n'allait pas quand il maigrissait de jour en jour. Quand la toux durait toute la nuit, quand il n'avait plus la force de soulever les outils lourds de l'atelier, elle l'a forcé à voir un médecin et le diagnostic est tombé comme une condamnation à mort.
cancer du poumon de stade 3. Henry a refusé le traitement coûteux. Il a dit qu'il ne voulait pas que sa fille soit endettée à cause de lui, que l'argent devait être économisé pour son avenir, qu'il avait assez vécu. Marie a supplié, pleuré, même hurlé au visage de son père. Mais il n'a pas changé sa décision. Sa grand-mère était décédée tôt, son grand-père aussi. Il ne restait personne vers qui Marie pouvait se tourner. Impuissante, elle a regardé son père s'affaiblir de jour en jour comme une bougie se consumant jusqu'à sa dernière goutte de cère. Henry Porter est décédé par une nuit d'automne, juste au moment où Marie fêtait ses 21 ans. Elle lui a tenu la main dans ses derniers instants et a entendu ses derniers mots dans un murmure ténu et brisé. Il lui a dit qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait et qu'elle méritait d'être aimée et qu'elle ne devait jamais l'oublier. Puis il a fermé les yeux et Marie est devenue complètement seule dans ce monde. Elle a enterré son père sous le grand chêne derrière le garage, là où il avait l'habitude de s'asseoir et de se reposer tous les après-midi. Elle s'est tenue seule à la petite cérémonie funèbre, car il n'y avait plus de parents pour venir. 1 an après la mort de son père, alors que Marie se noyait encore dans le chagrin et la solitude, Bertrand Mitchell est apparu. Il était beau, charmant, le conducteur d'une voiture en panne qui s'était arrêtée à son atelier. Il savait dire les mots doux que Marie avait désespérément besoin d'entendre. Il lui a dit qu'elle était belle, qu'elle était forte, qu'il l'admirait. Marie avait été seule trop longtemps, vulnérable trop longtemps, et elle l'avait cru. Ils sont sortis ensemble pendant 6 mois. Marie pensait d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui ne partirait pas. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte. La nuit où elle l'a dit à Bertrand, il est devenu silencieux, son visage pâle, ses yeux fuyant son regard. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, puis il est parti. Le lendemain matin, Marie est allée à l'hôtel où il séjournait. La chambre était vide. Ses affaires avaient disparu. Il avait disparu exactement comme sa mère 20 ans plus tôt. Son numéro de téléphone était bloqué. Pas d'explication. Pas d'au revoir. Marie a affronté la grossesse seule. Elle a enduré les regards jugeurs des gens autour d'elle, les chuchotements derrière son dos, les regards de pitié. Elle a donné naissance à Pierre dans le petit hôpital du village, serrant la main de l'infirmière parce qu'il n'y avait personne d'autre. Quand elle a regardé son fils pour la première fois, le petit bébé au visage rouge pleurant dans ses bras, Marie a juré qu'elle ne l'abandonnerait jamais. Jamais. La première nuit dans la petite chambre derrière le garage, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause du vieux lit étroit ou de l'espace confiné. Au contraire, c'était probablement la pièce la plus paisible où j'avais mis les pieds depuis 23 ans. Tellement simple, presque vide. Juste un lit simple avec des draps blancs impeccables, une vieille commode en bois, une petite table avec une lampe de chevet et une fenêtre donnant sur des prairies infinies. Pas de caméra de sécurité, pas de système d'alarme, pas de garde du corps posté devant la porte. Rien pour me protéger, à part 4 minces murs en bois. Je devrais être inquiet. Je devrais être sur les nerfs. Veillé par peur, mais à la place, j'ai ressenti un étrange soulagement. Pour la première fois depuis des années, personne ne savait où j'étais. Personne n'avait besoin de moi pour prendre des décisions de vie ou de mort. Personne ne me regardait avec peur ou avidité. J'étais juste un homme avec une voiture en panne, logeant sous le toit d'une femme que je ne connaissais pas. Et cela m'a procuré un sentiment de liberté que je pensais avoir oublié. Les grillons chantaient dehors, près de la fenêtre. Le vent murmurait à travers l'herbe, et le ciel nocturne était si épais d'étoiles que je n'en avais jamais vu de pareil à Lyon. Je suis resté là, les yeux fixés sur le vieux plafond en bois, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi sans arme sous mon oreiller. Le lendemain matin, un coup à la porte m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux et il m'a fallu quelques secondes pour me souvenir où j'étais. La lumière du soleil matinal se glissait à travers les rideaux, traçant des bandes dorées sur le parquet en bois. Le coup est revenu, suivi de la voix claire et joyeuse de Pierre. « Oncle Julien,
Maman dit de venir manger le petit déjeuner. Je me suis levé, j'ai enfilé la chemise de ville blanche froissée par le sommeil et j'ai ouvert la porte. Pierre était là, souriant, tenant la petite voiture noire qu'il ne semblait jamais lâcher. Le garçon m'a pris la main et m'a tiré sans attendre mon refus. La petite cuisine de la maison en bois était chaleureuse, imprégnée de l'odeur de la nourriture. Marie était debout devant la cuisinière, le dos tourné à l'entrée. Elle avait troqué sa tenue de travail pour un simple t-shirt gris et un jean, ses cheveux toujours attachés pour les dégager de son cou, exposant la ligne pâle de sa nuque. Sur la petite table à manger se trouvait une assiette d'œufs frits, du pain grillé, quelques tranches de bacon et un pichet de jus d'orange. C'était le petit déjeuner le plus simple que j'ai vu depuis des années, et aussi le plus douillet. Marie s'est retournée au bruit de nos pas et m'a fait un signe de tête poli qui n'avait rien d'amical. Elle a dit brièvement « Asseyez-vous, mangez ». Elle n'a pas demandé comment j'avais dormi, n'a pas essayé d'engager la conversation, ni de jouer le jeu social. Elle m'a traité comme un simple locataire payant, alors que je n'avais pas déboursé un centime. Pierre était tout le contraire. Le garçon s'est assis à côté de moi et a posé des questions sans discontinuer. « Vous venez de Lyon, c'est ça? Lyon, c'est une grande ville. Vous avez vu des grands immeubles. Combien de voitures vous avez? Votre voiture est si grande. Je l'adore. » J'ai répondu maladroitement, n'ayant pas l'habitude de parler aux enfants. Je ne savais pas quel ton employer, quoi dire qui serait approprié. Mais Pierre s'en fichait. Il n'arrêtait pas de parler, de rire, de poser des questions comme si j'étais l'ami le plus intéressant qu'il ait jamais rencontré. Marie était assise en face de nous, observant silencieusement. Ses yeux verts continuaient de m'étudier, comme si elle essayait de me lire. Mais il y a eu un moment, très bref, où Pierre a posé une question idiote et je ne savais pas comment répondre. Et Marie a souri. Un petit sourire, presque invisible, mais je l'ai vu et j'ai réalisé qu'elle était belle. Pas comme les femmes glamour des soirées lyonnaises, avec leur maquillage parfait et leur sourire poli. Belle comme une fleur sauvage au bord du chemin. Forte, têtue et vivante, sans que personne n'ait besoin de l'arroser. Après le petit déjeuner, Marie est allée travailler à l'atelier et je ne savais pas quoi faire de moi-même. Je n'étais pas habitué à ne rien faire. À Lyon, chaque minute de ma journée était programmée. Chaque minute avait une tâche. Chaque minute exigeait une décision. Mais ici, je n'avais que du temps. Je suis allé au garage, je me suis assis sur une vieille chaise en bois dans un coin et j'ai regardé Marie travailler. Elle réparait une vieille Toyota pour une dame âgée du village. Sophie, la voisine dont Pierre parlait toujours. Marie était allongée sous la voiture, les outils claquaient et tapaient. De temps en temps, elle sortait pour attraper autre chose avant de disparaître à nouveau. Quand Sophie est venue chercher sa voiture, j'ai vu quelque chose qui m'a surpris. La vieille dame a sorti son portefeuille, prête à payer, mais Marie a secoué la tête. Elle lui a dit de le ranger. La dernière fois, Sophie avait apporté quelques pots de confiture qui avaient été si bons, alors elles étaient quittes. Sophie l'a remerciée encore et encore, a promis qu'elle apporterait de la confiture de pêche la prochaine fois, et est partie. J'ai observé sans comprendre. Dans mon monde, personne ne donnait rien. Tout avait un prix. Chaque gentillesse avait un but. Mais cette femme venait de réparer une voiture gratuitement pour quelques pots de confiture. Des gens vivaient-ils vraiment comme ça? Ça paraissait irréel. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'escalade pour récupérer quelques affaires personnelles. J'ai marché le long du chemin de terre, profitant du calme et de l'air pur. Quand j'ai atteint la voiture, j'ai ouvert la porte et j'ai sorti un petit sac avec des vêtements de rechange et quelques nécessités que je transportais toujours. C'est à ce moment-là que mon téléphone a capté un signal faible, presque imperceptible. Un message est apparu d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est emballé en lisant la courte phrase sur l'écran. « Nous savons où tu es, Dubois. » Je suis resté figé sur le chemin de terre vide. Qui? Arnaud Mercier ou quelqu'un d'autre?
Comment le savait-il? J'avais été prudent. J'étais venu seul. J'avais choisi une route isolée pour éviter d'être suivi. Et pourtant, il m'avait trouvé. J'ai effacé le message et j'ai regardé autour de moi. La prairie s'étendait dans le calme. Pas une âme en vue. Mais je savais que cette paix pouvait n'être qu'un masque. Je devrais partir immédiatement. Appeler Sam, faire envoyer quelqu'un pour me récupérer, disparaître de cet endroit avant qu'il n'arrive. Je devrais rester loin de cette mère et de son enfant innocent avant qu'ils ne soient entraînés dans une guerre qui n'était pas la leur. Mais quand je suis retourné vers le garage, Pierre a couru à ma rencontre. Le visage du garçon était barbouillé de glace, son sourire large montrant une nouvelle dent de lait. Il a demandé où j'étais allé, a dit qu'il m'avait attendu pour toujours, a dit que maman lui avait acheté de la glace. Je voulais en manger aussi. J'ai regardé l'enfant innocent qui se tenait devant moi et je n'ai pas pu partir. Moment de réflexion personnelle, environ 30-60 secondes. Attendez une minute là. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ironie? Moi, Julien Dubois, le grand Julien Dubois, qui était craint de Paris à Marseille, qui n'hésitait pas à faire disparaître quiconque croisait son chemin, qui vivait entouré d'acier et de méfiance. Et me voilà à hésiter devant une menace à cause d'un gamin et de sa mère qui répare des voitures. C'est absurde, non? Dans ma vie d'avant, j'aurais déjà tout brûlé et je serais reparti sans un regard en arrière. J'aurais mis la vie de ces innocents en sécurité en les fuyant, en coupant tous les ponts, et ce serait terminé. C'était la règle, la seule règle que je connaissais. Mais ici, ça ne marchait plus. Mes règles, ma logique, ma force, tout semblait dérisoire face à un petit garçon qui m'offrait une boule de glace. C'est peut-être ça, le problème. Que j'avais trouvé quelque chose, quelqu'un que je ne pouvais pas contrôler avec ma logique habituelle. Quelque chose qui touchait à un endroit si profond que ça me faisait chuter. Un peu comme un vieil édifice qui menace de s'effondrer parce qu'on a mis une minuscule fissure. Incroyable, vraiment. Je ne savais pas ce que je pesais. Vraiment pas. Enfin, revenons à nos moutons, ou plutôt, à notre escalade. Fin du moment de réflexion personnelle. Le lendemain matin, j'avais à peine mis le pied hors de ma chambre que Pierre m'attendait déjà. Le garçon m'a pris la main, des yeux brillants, et a dit que sa maman était très occupée à réparer les voitures des clients, alors je devrais jouer avec lui. Marie était dans l'entrée du garage, regardant son fils avec inquiétude, comme si elle voulait l'arrêter. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Pierre m'avait déjà entraîné. Le garçon a dit qu'aujourd'hui, il allait me montrer son royaume et que je serais le tout premier invité spécial jamais autorisé à y entrer. Je ne savais pas comment réagir. Personne ne m'avait jamais invité dans son royaume, surtout pas le royaume d'un enfant de 7 ans. Mais la petite main serrant la mienne, l'excitation dans la voix de Pierre, m'ont empêché de refuser. Je l'ai laissé me guider à travers le jardin, puis le long d'un sentier étroit, à travers de hautes herbes qui m'arrivaient à la taille. Notre premier arrêt fut une petite colline derrière la maison. Pierre m'a tiré jusqu'au sommet, soufflant d'excitation en montant. Quand nous avons atteint le sommet, j'ai compris pourquoi le garçon appelait ça un royaume. Toute la vallée s'ouvrait en dessous de nous. Des champs d'herbes d'un vert profond, les montagnes enneigées au loin, un ciel si bleu qu'il semblait peint. Pas un nuage nulle part. Un vent léger soufflait, portant l'odeur des fleurs sauvages et de l'herbe sèche. Pierre a écarté les bras et a tourné sur le sommet de la colline, riant à gorge déployée. Il a dit que c'était là qu'il venait quand il était triste, parce que d'ici, il pouvait voir le monde entier. J'ai regardé l'enfant être heureux pour quelque chose d'aussi simple, et ma poitrine s'est serrée d'un sentiment que je ne pouvais nommer. Une douceur inattendue. Après cela, Pierre m'a conduit vers un petit ruisseau qui coulait avec un doux clapotis à travers une fine parcelle de bois. Le garçon s'est vanté qu'il y avait toujours des poissons géants ici, aussi grands que son bras. Mais quand j'ai regardé, je n'ai vu que de minuscules poissons filant dans l'eau. Je n'ai rien dit.
J'ai seulement hoché la tête et j'ai acquiescé. Oui, c'étaient de très gros poissons. Pierre a souri, fier d'avoir fait croire à un adulte. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous atteignions le grand chêne où le grand-père de Pierre lui avait construit une balançoire. La balançoire était vieille, la corde usée, mais elle tenait toujours solidement. Pierre a sauté dessus, pompant ses jambes pour la faire bouger, puis a demandé si je voulais essayer. J'ai secoué la tête et j'ai dit que la balançoire n'était que pour Pierre. Mais Pierre n'a pas voulu accepter. Il a sauté, m'a attrapé la main et m'a fait asseoir. La balançoire a gémi sous le poids d'un adulte, mais elle n'a pas cassé. Pierre se tenait derrière et poussait, même si sa force n'était presque rien. Je me suis assis sur la balançoire, regardant les champs, et soudain je me suis souvenu de ma propre enfance, de la balançoire que mon père avait construite dans notre jardin, des après-midi tranquilles avant que tout ne s'effondre. Ça faisait 23 ans que je n'avais pas été sur une balançoire. 23 ans que je n'avais pas été cet enfant insouciant. Le dernier arrêt était la forteresse secrète. En vérité, ce n'était qu'un tas de vieilles planches empilées en un carré, un toit fait d'une bâche déchirée, quelques vieux oreillers à l'intérieur, et une boîte remplie de petites voitures. Mais pour Pierre, c'était le château le plus fort du monde. Avec une importance solennelle, le garçon a déclaré que j'étais un invité d'honneur et que j'étais autorisé à entrer dans la forteresse. Mais je devais promettre de garder le secret et de ne jamais le dire à personne. Moi, le patron de la pègre le plus puissant de Lyon, je me suis agenouillé, j'ai rampé dans la forteresse en bois pourri d'un enfant et j'ai promis de garder le secret. Pierre était satisfait. Il a sorti les petites voitures et a commencé à m'expliquer les règles du jeu. Nous sommes restés dans cette forteresse pendant près d'une heure, faisant la course avec les voitures, faisant semblant de les casser, faisant semblant de les réparer après. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais joué. Peut-être était-ce avant cette nuit fatidique, quand j'étais encore un garçon de 14 ordinaire et insouciant. Pendant 23 ans, je n'avais pas été autorisé à être un enfant. Mais aujourd'hui, à l'intérieur d'une forteresse en bois pourri dans les champs du Jura, j'étais autorisé à être un enfant à nouveau, ne serait-ce que pour un instant. Ce sentiment de légèreté, c'était nouveau. Ça picotait, ça chatouillait, comme un mucle qui se réveille après une longue inertie. Cet après-midi-là, quand Pierre s'est fatigué et s'est endormi sur le canapé à l'intérieur de la maison, je suis allé au garage. J'ai vu Marie lutter avec un moteur lourd, essayant de le soulever, pas assez forte seule. Sans réfléchir, je suis intervenu, j'ai placé mes mains de l'autre côté et je l'ai aidé à le soulever. Marie m'a regardé, surprise, et a dit que mes mains allaient se salir. J'ai haussé les épaules et j'ai répondu que mes mains avaient été plus sales que ça bien des fois. Une phrase avec deux sens, que seul moi comprenais. Nous avons travaillé ensemble en silence. Marie donnait les instructions et je suivais. Mes mains étaient maladroites avec les outils inconnus, mais j'apprenais vite. Quand nous avons eu fini, j'ai regardé mes mains, tachées d'huile de moteur, et j'ai ressenti une étrange satisfaction. Pour la première fois de ma vie, j'avais fait quelque chose d'utile qui n'avait rien à voir avec la violence ou le pouvoir. Marie m'a regardé différemment, un peu moins froidement qu'avant. Ça m'a fait chaud au cœur, un peu comme le soleil qui caressait ma peau. Cette nuit-là, après que Pierre fut endormi, je suis sorti et je me suis assis sur le porche. Le ciel du Jura était plein d'étoiles, plus que je n'en avais jamais vu nulle part. À Lyon, les lumières de la ville les effaçaient toutes. Mais ici, la voie lactée s'étendait à travers l'obscurité comme une rivière d'argent. J'étais en train de contempler quand j'ai entendu des pas. Marie est sortie, tenant 2 tasses de thé chaud. Elle m'en a tendu une, puis s'est assise sur la chaise à côté de moi. Le silence a duré, mais il n'était pas inconfortable. Marie a parlé la première et m'a demandé ce que je faisais comme travail à Lyon. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit que j'étais dans les affaires. Import-export, quelque chose comme ça.
Marie m'a regardé comme si elle savait que je cachais quelque chose, mais elle n'a pas insisté. J'ai demandé des nouvelles du garage et d'élever un enfant seul. Marie m'a donné la version courte, sa voix calme, comme si elle parlait de la météo. Elle a dit que son père lui avait laissé l'atelier. Elle avait repris le flambeau. Elle élevait Pierre. La vie était simple. C'était tout. Elle n'a pas mentionné le départ de sa mère, n'a pas mentionné la trahison de Bertrand. Elle gardait ses blessures pour elle, comme je gardais mes secrets. Nous sommes restés là tard, parlant de petites choses, le temps du Jura, les voitures qu'elle avait réparées au fil des ans, les endroits où j'étais passé. Aucun de nous n'a posé de questions sur le passé douloureux de l'autre, mais dans le calme entre nos mots, quelque chose était en train de changer. Quand Marie s'est finalement levée pour rentrer, elle s'est arrêtée à la porte et a dit doucement « Bonne nuit ». C'était la première fois qu'elle me disait quelque chose qui n'était pas froid. J'ai regardé Marie disparaître dans la maison et j'ai réalisé que la glace en moi commençait à fondre. Le troisième jour a commencé par une question. J'aidais Marie à ranger l'atelier quand j'ai remarqué la vieille enseigne appuyée dans le coin. Les mots « Garage Picard », fondé en 1987, étaient effacés par le temps. J'ai interrogé Marie sur 1997 et pour la première fois, elle s'est vraiment ouverte à moi. Marie a dit que son père avait ouvert ce garage 1 an après avoir épousé sa mère. Il avait aimé les voitures depuis qu'il était enfant, aimait le rugissement d'un moteur, aimait le sentiment de réparer quelque chose de cassé et de le voir fonctionner à nouveau. Il avait l'habitude de lui dire que tout pouvait être réparé, même les gens, tant qu'on avait assez de patience et les bons outils. La voix de Marie a baissé en parlant des derniers jours de son père. Elle a parlé du cancer vicieux, de la façon dont il avait refusé le traitement parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit endettée, des nuits où elle était restée éveillée à côté de son lit, lui tenant la main et priant pour un miracle. Mais le miracle n'était pas venu. Il était mort par une nuit d'automne, quand les feuilles de chêne derrière le garage avaient commencé à jaunir. La dernière chose qu'il lui avait dite était qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait et qu'elle méritait d'être aimée. Marie n'a pas pleuré en le racontant. Elle avait déjà assez pleuré, mais ses yeux étaient humides et sa voix tremblait aux endroits qui faisaient le plus mal. J'ai écouté sans l'interrompre, sans offrir de conseils creux. Je savais que certaines douleurs n'avaient pas besoin de réconfort. Elles avaient seulement besoin de quelqu'un disposé à écouter. Quand Marie s'est tue, le silence s'est étiré entre nous. Puis j'ai parlé, ma voix basse et lente, et j'ai dit que son père serait fier d'elle. Marie a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, elle m'a vraiment souri. Pas le sourire poli que les gens affichent, mais le sourire de quelqu'un qui vient d'être compris. Peut-être était-ce ce sourire. Peut-être était-ce l'honnêteté dans sa façon de partager. Mais j'ai soudainement voulu lui raconter ma propre histoire. Je ne l'avais racontée à personne depuis Sophie, et après cette trahison, j'avais juré de ne plus jamais m'ouvrir à quiconque. Mais la femme qui se tenait devant moi, avec ses yeux verts et une tache de graisse sur la joue, me donnait envie de briser ce vœu. Je lui ai parlé de mes parents. Je lui ai dit que c'étaient de bonnes personnes, menant une vie ordinaire, ne faisant de mal à personne. Je lui ai parlé de la nuit où ils avaient été tués, quand j'avais 14 ans, parce que mon père savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Je lui ai parlé du placard où je m'étais caché, de la fente dans la porte par laquelle j'avais tout vu, du sang qui imbibait le sol et touchait mes pieds. Je n'ai pas abordé ce qui est venu après, concernant M. Lafarge, l'Empire, les choses que j'avais faites. Mais j'en ai dit assez pour que Marie comprenne que je portais des blessures, moi aussi, tout comme elle. J'ai dit que parfois je me demandais si mes parents me reconnaîtraient s'ils me voyaient maintenant, car j'étais devenu quelqu'un de complètement différent du garçon que j'avais été. Marie n'a pas eu peur, ne m'a pas jugé, ne m'a pas regardé avec pitié. Elle a seulement dit doucement que son père lui avait appris quelque chose. Ce qui importait n'était pas d'où on venait, c'était où l'on choisissait d'aller ensuite.
Je l'ai regardé et j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait enfin pour la première fois. Pas un patron de la pègre, pas un tueur, juste Julien, le garçon de 14 ans qui avait tout perdu et avait essayé de survivre du mieux qu'il pouvait. Cet après-midi-là, nous avons travaillé ensemble pour réparer une vieille voiture pour quelqu'un du village. Marie donnait les instructions et je suivais. À un moment donné, Marie essayait de serrer un boulon dans un coin exigu que sa main ne pouvait pas atteindre. Je me suis approché d'elle par derrière et ma main s'est posée sur la sienne pour l'aider. Nous nous sommes figés tous les deux en même temps. Le visage de Marie était si proche que je pouvais compter les petites taches de rousseur le long de l'arête de son nez. Son souffle était chaud contre mon cou. Le temps a semblé s'arrêter. Puis Pierre a couru, brisant l'instant. Le garçon a crié que Sophie venait d'apporter le dessert. « Maman, il y a de la tarte aux pommes! » Marie a retiré sa main précipitamment, se détournant pour cacher ses joues qui rougissaient. J'étais troublé aussi, faisant semblant de me concentrer sur la voiture. Mais nous savions tous les deux ce qui venait de se passer, même si aucun de nous ne l'a dit à voix haute. C'était un secret partagé, un frisson chaud. Cette nuit-là, j'ai proposé de préparer le dîner. Marie a eu l'air surprise et m'a demandé si je savais cuisiner. J'ai hoché la tête et j'ai dit qu'il y avait quelques plats que je savais faire. La vérité, c'est que j'avais appris d'un chef italien de l'organisation, comme une compétence de survie, au cas où quelqu'un essaierait de m'empoisonner. Mais je n'ai pas dit ça. Je suis allé dans la cuisine, j'ai fouillé le modeste réfrigérateur à la recherche d'ingrédients et j'ai commencé à faire des spaghettis. Pierre a insisté pour aider, alors je l'ai laissé remuer la salade. Le résultat, des tomates éparpillées sur le sol, de la laitue volant partout. Mais Pierre riait à gorge déployée et j'ai réalisé que je riais aussi. Marie était debout dans l'entrée de la cuisine, les observant, un sourire aux lèvres qu'elle ne pouvait retenir. Le dîner s'est déroulé dans la petite cuisine sous une chaude lumière jaune, remplie de rires et de voix. Pierre a déclaré que les spaghettis étaient meilleurs que ceux de sa maman. Et Marie a fait semblant d'être offensée, disant que cela signifiait que son fils la trahissait. Pierre a ri et a dit qu'il aimait le plus sa maman. Mais les pâtes d'oncle Julien étaient vraiment délicieuses. J'ai regardé les deux se taquiner et ma poitrine s'est serrée d'une émotion intense. J'ai réalisé que c'était ça, la sensation de la famille, la chose que j'avais perdue à 14 ans et que je pensais ne plus jamais retrouver. Cette nuit-là, après que la vaisselle fut rangée, Marie m'a dit « Merci pour le dîner ». Sa voix était douce, pas froide comme au premier jour. J'ai dit que c'était moi qui devais la remercier, de me laisser rester, de me laisser m'asseoir à table avec sa famille. Marie m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête et est allée dans sa chambre. Je suis resté seul dans la cuisine, regardant autour de la petite maison simple, écoutant la voix douce de Pierre lire une histoire dans sa chambre. Et je me suis demandé pourquoi un endroit aussi modeste pouvait me faire me sentir plus riche qu'une villa à plusieurs millions d'euros à Lyon. Le matin du 4e jour, Marie a reçu un appel d'un client du village voisin qui avait besoin d'une réparation urgente. Elle devait partir et reviendrait tard. Elle a donc demandé à Sophie de venir garder Pierre. Mais ce jour-là, Sophie avait mal au dos et ne pouvait pas venir. Marie était debout à l'entrée du garage, inquiète et ne sachant que faire. Quand je suis sorti et que je lui ai dit d'y aller, que je garderais Pierre, Marie m'a regardé, hésitant un instant. Elle n'avait jamais laissé son fils avec un étranger, surtout pas un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours. Mais il y avait quelque chose dans mes yeux qui l'a poussé à me faire confiance. Ou peut-être était-ce la façon dont Pierre a couru et a serré mes jambes, hurlant qu'il voulait rester avec oncle Julien. « Maman, va-t'en! Va, maman! » Marie a hoché la tête, rappelé à Pierre d'écouter et de bien se tenir, puis elle est partie en voiture. Pierre m'a entraîné dans la maison et a dit qu'il avait des devoirs de vacances qu'il n'avait toujours pas faits. Est-ce que je pouvais l'aider? Je me suis assis au petit bureau d'études dans la chambre de Pierre et j'ai regardé le cahier de mathématiques ouvert.
Le garçon apprenait des additions et des soustractions simples, mais il semblait avoir du mal avec quelques problèmes. J'ai regardé autour de la pièce, j'ai repéré la boîte de petites voitures dans le coin, et une idée m'est venue. J'ai pris quelques petites voitures et je les ai alignées sur le bureau. J'ai dit à Pierre que s'il avait 5 voitures et qu'il m'en donnait 2, combien il lui en resterait. Pierre a regardé les voitures, a compté sur ses doigts, et ses yeux se sont illuminés. 3 voitures. J'ai hoché la tête et je l'ai félicité, lui ai dit qu'il était intelligent. Nous avons continué avec le reste des problèmes. J'utilisais les petites voitures pour illustrer, et Pierre comprenait beaucoup plus vite. Le garçon rayonnait à chaque fois qu'il avait une bonne réponse, demandant fièrement, « Tu vois, oncle, je suis bon, je peux le faire maintenant. » Je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais ressenti du bonheur pour quelque chose d'aussi simple qu'un enfant résolvant correctement un problème de mathématiques. Marie est rentrée plus tôt que prévu. Elle s'est douchée, est entrée et s'est arrêtée à l'entrée de la chambre de Pierre, la gorge serrée par ce qu'elle voyait devant elle. Son fils était assis à côté de Julien, leur tête penchée sur le cahier. Julien expliquait patiemment, tandis que Pierre écoutait avec une concentration féroce. Pierre a terminé un problème, a levé les yeux vers Julien avec une pure fierté, et Julien a ébouriffé les cheveux du garçon avec un rare sourire aux lèvres. Pierre n'avait jamais eu de figure paternelle. Depuis le jour de sa naissance, il n'y avait eu que sa mère. Marie avait essayé d'être tout, mère et père à la fois, mais elle savait qu'il y avait des choses qu'elle ne pourrait jamais remplacer. Elle avait vu son fils jouer seul tandis que d'autres enfants jouaient avec leur papa. Elle l'avait entendu demander pourquoi il n'avait pas de père comme Timmy, et elle n'avait pas su quoi répondre. Pendant 7 ans, Pierre avait vécu avec l'absence d'un homme dans sa vie. Et maintenant, voyant son fils si heureux à côté de Julien, Marie sentait son cœur se serrer. Elle avait peur. Peur parce qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour cet homme. Peur parce qu'elle savait qu'il partirait, qu'il retournerait dans son propre monde. Peur que si Pierre s'attachait trop, il souffrirait quand Julien disparaîtrait. Comme Bertrand avait disparu, comme sa mère avait disparu. Elle ne pouvait pas laisser son fils subir un nouvel abandon. Marie était là, ses pensées en pagaille, quand le téléphone du garage a sonné. Elle est sortie pour répondre. Un client demandait des renseignements sur une réparation, mais par la fenêtre du garage, elle a vu un SUV noir qu'elle ne reconnaissait pas passer lentement, comme s'il observait. Elle n'y a pas trop pensé car parfois des voitures inconnues traversaient un petit village comme celui-ci. Mais moi, Julien, c'était différent. J'étais assise à l'intérieur avec Pierre quand j'ai entendu le son d'un moteur inconnu. L'instinct, aiguisé depuis 23 ans, m'a fait me lever rapidement et me diriger vers la fenêtre pour regarder dehors. Le SUV noir passait lentement devant le garage, ses vitres teintées cachant ceux qui se trouvaient à l'intérieur. J'ai mémorisé la plaque d'immatriculation, mes yeux se rétrécissant. Le véhicule ne s'est pas arrêté. Il a continué vers la sortie du village et a disparu. Mais je savais que ce n'était pas la voiture d'un habitant du coin. Ce SUV était trop neuf, trop cher, trop étrange pour un village comme celui-ci. Et la façon dont il se déplaçait, lent et scrutateur, m'a donné la certitude qu'il m'avait trouvé. Le message menaçant de la veille n'était pas des mots en l'air. Je suis rentré dans la maison et mon visage avait changé. Le sourire chaleureux que j'avais eu en aidant Pierre à étudier avait disparu. À sa place, une froide alerte, des yeux comme de l'acier gris calculant. Pierre a remarqué le changement et a demandé « Oncle, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai essayé de sourire au garçon. J'ai dit que ce n'était rien. Je me suis juste souvenu que j'avais quelque chose à régler. Mais dans mon esprit, les questions tournaient en cercle serré. Qui étaient-ils? Des hommes envoyés par Arnaud de Mercier ou quelqu'un d'autre? Depuis combien de temps savait-il que j'étais ici? Et surtout, que devais-je faire ensuite? Partir immédiatement pourrait protéger Marie et Pierre, mais s'ils avaient observé assez longtemps, ils sauraient que cette mère et son enfant comptaient pour moi, et ils l'utiliseraient comme levier.
Rester pourrait les protéger, mais cela pourrait aussi les entraîner dans le danger. J'ai fixé la fenêtre dans la direction où le SUV noir avait disparu. Les fantômes de mon passé m'avaient trouvé, et je ne savais pas si j'avais la force de protéger les personnes auxquelles je commençais à tenir. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'avais à peine dormi, veillant toute la nuit, pensant au SUV noir et à ce qu'il pourrait apporter avec lui. J'ai décidé que je dirais à Marie que je devais partir, que je trouverais une raison quelconque de m'éloigner d'ici avant que les choses ne tournent mal. Mais quand je suis sorti de ma chambre, Pierre m'attendait déjà avec un grand sourire, demandant si je continuerais à lui enseigner aujourd'hui. Je n'ai pas pu me résoudre à dire non. Je me suis dit juste un jour de plus, et puis je partirai. J'ai envoyé Pierre chez Sophie pour jouer, car le garçon insistait pour aller voir les chatons nouveau-nés qu'elle venait d'avoir. Je voulais que l'enfant soit loin du garage, au cas où quelque chose arriverait. Marie est restée à l'atelier, travaillant, et je me suis assis dans le coin comme tous les jours, mais mes yeux ne quittaient jamais la route devant le bâtiment. Vers midi, le SUV noir est revenu. Cette fois, il n'est pas passé. Il est entré et s'est grillé juste devant le garage. J'ai sauté sur mes pieds, mes instincts de combat s'activant instantanément. Marie était sous une voiture et ne pouvait rien voir. Je suis sorti de l'atelier et je me suis posté devant l'entrée, attendant. La porte du SUV s'est ouverte. Un homme est sorti, vêtu d'un costume noir et de lunettes de soleil, adoptant la posture de quelqu'un habitué à la violence. J'ai reconnu immédiatement qu'il était l'un des hommes d'Arnaud Mercier. Pas parce que je connaissais le visage de l'homme, mais parce que je connaissais trop bien le type. L'homme est entré dans l'atelier et a regardé autour de lui avec un mépris évident. Il a vu Marie glisser dessous la voiture et il a souri d'une voix faussement douce. Il a demandé à Marie si elle pouvait l'aider parce qu'il cherchait un ami, un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux foncés. Peut-être s'était-il arrêté ici il y a quelques jours. Changement de perspective. Marie se redressa, la clé à molette toujours à la main. Elle détestait ces gens-là, ceux qui n'arrivaient pas à se dire directement. Il la jaugeait, avec ses manières de grand de la ville, son costume trop élégant pour ce trou paumé. Il avait quelque chose d'agressif dans ses yeux, malgré son faux sourire. Elle n'était pas effrayée, elle en avait vu d'autres et la peur n'avait jamais rien réglé ici, mais elle sentait la tension dans l'air. « Beaucoup de monde passe par ici, » répondit-elle, le ton sec. « Je ne peux pas tous me les rappeler. » L'homme s'est rapproché, son sourire a disparu, remplacé par quelque chose de menaçant. Il lui a demandé si elle était sûre parce que son ami était très important, et il était certain que l'homme se trouvait quelque part par ici. Marie recula d'un pas, serrant plus fort sa clé à molette. Non, elle n'avait pas peur, mais elle savait qu'il y avait quelque chose de grave. Son instinct, affûté par des années de vie solitaire et de galère, lui criait qu'elle était en danger. Et puis, juste au moment où le type allait sûrement insister, cette voix. La voix de Julien. Elle venait de derrière elle, calme, posée, mais d'une autorité glaciale qui lui glaça le sang. C'était la première fois qu'elle l'entendait ainsi, qu'elle percevait toute la profondeur de ce qu'il cachait. Il avait demandé si l'homme n'avait pas entendu qu'elle ne savait pas. Le type s'est retourné et Marie a vu un changement instantané dans ses yeux. Le mépris avait disparu, remplacé par une reconnaissance mêlée de terreur. Il savait qui était Julien. Et Marie aussi, d'une certaine façon, commençait à comprendre. Julien s'est avancé un pas après l'autre, lent, comme un décompte macabre. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son ton était bas, lourd, chaque mot sculpté dans l'air. Retourne dire à Mercier, s'il me veut, il sait où me trouver. Mais si l'un d'entre vous remet les pieds dans ce village, je vous renverrai dans un sac mortuaire. Marie se sentit pétrifiée. Cet homme qu'elle avait vu rire avec son fils, réparer des problèmes de maths avec des petites voitures, celui qui l'avait aidé à soulever un moteur lourd, était d'un autre. Un homme froid,
d'une efficacité brutale. La clé à molette dans sa main semblait dérisoire face à la menace invisible qu'il dégageait. L'homme a avalé sa salive, essayant de garder son sang-froid, mais échouant lamentablement. Il a reculé, balbutiant qu'on lui avait seulement ordonné de confirmer la localisation. Il ne voulait pas causer de problème. Julien a fait un pas de plus, réduisant la distance à quelques mains. Il a regardé l'homme droit dans les yeux, et tout ce que l'homme a vu dans le regard gris de Julien l'a fait trembler. Ce n'était pas le regard d'un homme d'affaires ou d'un homme ordinaire. C'était le regard de quelqu'un qui avait vu la mort des centaines de fois et ne connaissait plus la peur. Julien a ajouté une phrase, sa voix presque un murmure, mais assez claire pour que chaque mot porte. Il a dit que c'était le seul avertissement et qu'il ne répétait pas les choses 2 fois. L'homme a hoché la tête rapidement, s'est retiré dans le SUV et a démarré comme s'il était poursuivi par des fantômes. Le SUV noir a disparu au bout du chemin de terre, laissant un nuage de poussière derrière lui. Julien est resté là, ses épaules tendues, sa respiration toujours lourde. Quand il s'est retourné, il a vu Marie dans l'entrée du garage, les yeux grands ouverts, la clé à molette toujours à la main. Elle avait tout vu. Elle avait vu Julien se transformer de l'homme chaleureux qui aidait son fils avec ses devoirs en quelqu'un qui pouvait faire trembler et fuir un grand homme. Elle avait entendu cette voix froide, la voix d'un homme habitué à donner des ordres et à être obéi. Elle avait vu ce regard, un regard qu'elle n'avait jamais vu chez personne de sa vie. Le silence s'était tiré entre eux. Julien ne savait pas quoi dire. Il avait essayé de cacher qui il était vraiment. Avait essayé de jouer le rôle d'un client normal avec une voiture en panne. Mais maintenant, le masque était tombé, et Marie le regardait vraiment pour la première fois. Marie a enfin parlé, sa voix étrangement calme. Elle a dit qu'il n'était pas un homme d'affaires. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. J'ai regardé Marie et j'ai dit non. Marie a hoché la tête lentement, comme si elle digérait l'information. Puis elle a dit, toujours calme, qu'elle avait besoin de lui parler. Ce soir, après que Pierre soit endormi, elle ne l'a pas mis dehors, elle n'a pas paniqué, elle l'a seulement regardé avec des yeux verts impossibles à lire. Puis est retournée à la voiture qu'elle réparait, comme si ce qui venait de se passer n'était qu'une petite interruption dans sa journée de travail. Je suis resté là, ne sachant pas ce qu'elle pensait, ne sachant pas ce qu'elle allait me dire ce soir, ne sachant pas si c'était un début ou une fin. Mais je savais une chose. Les ténèbres que j'avais essayé de fuir m'avaient trouvé ici. Et maintenant, elles ne me menaçaient pas seulement moi, elles menaçaient les personnes que je commençais à aimer. Cette nuit-là s'est étirée comme si elle ne finirait jamais. Je suis resté dans ma petite chambre, écoutant la voix douce de Pierre qui s'emmêlait dans une histoire pour sa mère, écoutant Marie chanter pour endormir son fils, écoutant la maison s'enfoncer lentement dans le silence. Je ne savais pas ce qu'elle allait me dire. Me jeter dehors, appeler la police, ou pire, me regarder avec la peur et le dégoût que j'avais vu dans tant d'yeux une fois que les gens savaient qui j'étais. J'étais habitué à être haï, habitué à être craint, mais je ne comprenais pas pourquoi l'idée que Marie me regarde de cette façon me faisait mal à la poitrine. Un léger coup à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Marie debout, les bras croisés, le visage impossible à lire. Elle m'a dit de venir sur le porche. J'ai hoché la tête et je l'ai suivie dehors. Le ciel nocturne du Jura était toujours plein d'étoiles, comme toujours, mais cette nuit, l'air semblait plus lourd. Nous nous sommes assis sur 2 chaises côte à côte, le silence s'étirant entre nous. Puis Marie a parlé, sa voix calme mais sérieuse. Elle m'a demandé directement qui j'étais vraiment, et pourquoi quelqu'un voulait autant me retrouver. Je l'ai regardé et j'ai pesé ce que je devais dire. Je pouvais mentir. Je pouvais inventer une autre histoire. Je pouvais continuer à faire semblant d'être un homme d'affaires normal. Mais en regardant ses yeux verts fixés sur moi, je ne pouvais pas. Elle méritait la vérité. Du moins une partie. J'ai commencé à parler, ma voix basse et lente.
J'ai dit que je dirigeais une organisation à Lyon, le genre d'organisation dont on ne parlait pas dans les conversations polies. J'avais fait des choses terribles, tué des gens, ruiné d'autres vies, utilisé la violence comme un outil pour obtenir ce que je voulais. Je n'étais pas un homme bon. Je n'avais jamais été un homme bon. Pas depuis mes 14 ans. Les hommes qui étaient venus me chercher aujourd'hui étaient des ennemis, des rivaux qui voulaient ma mort. Et en étant ici, je la mettais, elle et Pierre, en danger. J'ai arrêté de parler et j'ai attendu sa réaction. J'ai attendu la peur, le dégoût ou au moins une prise de distance. Mais Marie est restée assise là, silencieuse, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas comprendre. Puis elle a demandé, toujours calmement, si j'avais tué des gens. J'ai hoché la tête sans ciller. J'ai dit plus que je ne pouvais compter. Marie est restée silencieuse longtemps. J'ai pensé qu'elle allait se lever et rentrer à l'intérieur, mais elle ne l'a pas fait. Elle laisse rester immobile, fixant le champ sombre devant nous, comme si elle retournait quelque chose d'important dans son esprit. Puis elle a parlé, sa voix légère mais ferme. Elle a dit qu'elle se fichait de qui j'étais là-bas. Elle se souciait seulement de qui j'étais ici, chez elle, avec son fils. Elle se souciait de l'homme qu'elle avait vu enseigner les maths à Pierre, préparer le dîner pour eux, s'asseoir dans une forteresse en bois pourri, jouer avec des petites voitures. Cet homme n'était pas un monstre. Je l'ai regardé, n'en croyant pas mes oreilles. Je lui ai demandé si elle n'avait pas peur. Marie s'est tournée vers moi et ses yeux verts ont capté la lumière des étoiles. Elle a dit qu'elle avait été abandonnée par les personnes qui auraient dû l'aimer. Sa mère était partie sans un mot. Le père de Pierre avait fui quand il avait appris qu'elle était enceinte. Elle ne faisait pas facilement confiance et elle ne laissait personne s'approcher facilement. Mais Julien avait été là pendant 4 jours. Il avait eu des centaines d'occasions de lui faire du mal, à elle et à son enfant. Il ne l'avait pas fait. Au lieu de cela, il avait enseigné à son fils, cuisiné pour elle, l'avait aidé à travailler, et aujourd'hui il avait fait fuir un homme qui aurait pu apporter le danger à sa porte. Elle ne savait pas qui Julien était à Lyon, mais elle savait qui il était ici. Quelque chose en moi s'est fendu, non pas de douleur, mais de soulagement, comme une épaisse couche de glace qui avait enveloppé mon cœur pendant des années fondait lentement. Je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais pas trouver de mots assez grands pour ce que je ressentais. Marie m'a observé un instant, puis a continué, sa voix plus douce. Elle m'a dit de rester, au moins jusqu'à ce que la voiture soit réparée. Après ça, je pouvais aller où je voulais. Mais pour l'instant, elle ne me renvoyait pas. Elle s'est levée et s'est dirigée vers l'intérieur. Mais elle s'est arrêtée à la porte. Elle s'est retournée vers moi et a ajouté une chose. Elle a dit que tout le monde avait un passé et que ce qui comptait, c'était ce qu'une personne choisissait de faire du présent. Son père lui avait appris ce que là, puis elle est rentrée, me laissant seule sous un ciel étoilé, avec un cœur battant d'une manière que je pensais avoir oubliée. Le 5e jour a commencé par un changement subtil entre Marie et moi. Après cette nuit à affronter la vérité, nous ne maintenions plus la distance d'avant. Marie ne me regardait plus avec des yeux méfiants, et je n'essayais plus de jouer le rôle d'un étranger. Nous travaillions ensemble au garage, parlions plus, rions plus. Pierre était ravi de remarquer le changement. Le garçon courait entre nous, tirant une main puis l'autre comme s'il essayait de nous rapprocher encore plus. Cet après-midi-là, pendant que Pierre jouait chez Sophie, Marie et moi nous sommes assis pour nous reposer dans l'atelier après avoir terminé la voiture d'un client. Marie a soudainement pris la parole, sa voix douce mais teintée d'amertume. Elle m'a parlé de Bertrand, le père de Pierre, l'homme qu'elle n'avait jamais mentionné auparavant. Elle m'a parlé de la solitude après la mort de son père, de sa vulnérabilité quand Bertrand était apparu avec des mots doux et un sourire charmant. Elle pensait avoir enfin trouvé quelqu'un qui resterait, quelqu'un qui ne partirait pas comme sa mère l'avait fait. Mais elle s'était trompée. La nuit où elle lui avait dit qu'elle était enceinte, Bertrand était resté silencieux. Il n'avait pas dit un mot,
Il l'avait seulement regardée avec de la panique dans les yeux, puis il était parti. Le lendemain matin, il était parti comme s'il n'avait jamais existé. Pas de message, pas d'appel, pas d'explication. Marie avait affronté la grossesse seule, avait accouché seule, avait élevé Pierre seule pendant les 7 dernières années. Elle a parlé d'un ton stable, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. La colère a monté en moi, et ma main s'est serrée. D'une voix basse qui portait une sombre promesse, j'ai dit que si je rencontrais un jour Bertrand, Bertrand regretterait d'être né. Marie m'a regardé, et pour la première fois, elle a souri à ma menace. Non pas parce qu'elle voulait que Bertrand soit blessé, mais parce qu'elle savait que je le pensais, et cela lui a donné un sentiment de protection qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti auparavant. Cette nuit-là, une tempête inattendue est arrivée. La pluie dans le Jura n'était pas comme la pluie à Lyon. Elle était plus féroce, plus forte, avec le tonnerre qui résonnait dans la vallée. Pierre avait peur du tonnerre depuis qu'il était petit. Le garçon a pleuré et a supplié de dormir avec sa mère. Marie l'a serré fort, le réconfortant, et a commencé à chanter. Je suis resté dans l'entrée de la chambre de Pierre, ne voulant pas regarder, mais la voix de Marie ne me laissait pas partir. Elle était fine et tendre, rien à voir avec la femme forte que je voyais tous les jours. Elle chantait une vieille chanson, peut-être une que son père lui avait chantée, et dans cette chanson, j'ai entendu l'amour le plus pur qu'une mère puisse donner à son enfant. Quand Pierre s'est enfin endormi, Marie l'a allongé, l'a bordé et lui a embrassé le front. Elle est sortie et m'a trouvé là. Elle n'a pas eu l'air surprise, comme si elle avait su que j'étais là depuis le début. Ensemble, nous sommes allés sur le porche et nous avons regardé la pluie tomber sur les champs. Le bruit était fort. Le tonnerre s'était éloigné et l'air était frais et humide. J'ai dit doucement qu'elle était une mère merveilleuse. Marie a fait un petit sourire triste et a répondu qu'elle essayait juste de ne pas devenir sa propre mère. Les mots lui ont échappé avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle savait qu'elle venait d'ouvrir une porte qu'elle avait gardée verrouillée pendant 20 ans. J'ai demandé doucement des nouvelles de sa mère. Marie est restée silencieuse un instant. Puis elle m'a raconté, sa voix calme comme si elle parlait de la météo. Elle a dit que sa mère était partie quand elle avait 7 ans. Partie avec un étranger, sans explication, sans au revoir. Marie avait attendu des mois, assise sur ce poche et fixant le chemin de terre, attendant que la silhouette de sa mère apparaisse. Sa mère n'était jamais revenue. Depuis, elle avait vécu avec la peur d'être abandonnée, avec le sentiment de ne pas être assez bien pour que quiconque reste. Sa mère était partie. Bertrand était parti. Peut-être était-elle née pour être abandonnée. J'ai regardé la femme à côté de moi. La femme qui avait été abandonnée par les personnes qui auraient dû l'aimer le plus. Et elle était toujours là, toujours debout, toujours forte, toujours aimant son fils avec tout ce qu'elle avait. Je ne savais pas qui avait bougé le premier. Peut-être était-ce moi, peut-être était-ce elle, peut-être était-ce les deux à la fois, mais soudain nos lèvres se sont rencontrées. Le premier baiser fut doux, tremblant, comme deux personnes apprenant à faire confiance à nouveau depuis le début. La pluie continuait de battre sur le porche, le vent froid soufflait, mais nous n'avions pas froid. Nous ne ressentions que de la chaleur, du réconfort, comme si les morceaux brisés en nous se remettaient lentement ensemble. Quand nous nous sommes séparés, Marie m'a regardé, les yeux brillants. Dans un murmure, elle a dit que je partirais. Je retournerai à Lyon. Je ne l'ai pas nié, car je savais que c'était vrai. J'ai seulement répondu que je le savais, mais qu'en ce moment, j'étais ici. Marie a fermé les yeux, a hoché la tête et m'a laissé la serrer dans la nuit pluvieuse. Nous sommes restés là longtemps. Deux personnes solitaires se retrouvant dans la tempête, ne sachant pas ce que le lendemain apporterait et ne voulant pas y penser. Seulement le présent, seulement cette nuit, seulement les bras l'un de l'autre,
avec le son de la pluie et la chaleur se répandant en nous. Le matin du 6e jour, les pièces sont enfin arrivées. Marie s'est levée tôt et a commencé à travailler sur mon escalade. Elle a travaillé en silence. Ses mains étaient expertes alors qu'elle enlevait les pièces, les remplaçait, vérifiait tout 2 fois. Je me suis tenu là à la regarder et j'ai réalisé que je ne voulais pas que la voiture soit réparée. Je voulais qu'elle soit en panne pour toujours. Je voulais que le temps s'arrête. Je voulais rester ici, dans ce petit garage, avec la femme aux cheveux bruns et le garçon de 7 ans pour toujours. Mais le temps ne s'arrête pour personne. Vers midi, Marie a refermé le capot, s'est essuyé les mains sur un vieux chiffon et m'a dit que la voiture était prête. Elle l'a dit d'un ton neutre et ordinaire, comme si elle signalait un travail de routine. Mais elle ne m'a pas regardé dans les yeux. J'ai hoché la tête, j'ai marché jusqu'au véhicule, j'ai ouvert la porte et je me suis glissé sur le siège conducteur. J'ai tourné la clé. Le moteur a ronronné doucement, comme si rien ne s'était jamais passé. L'escalade était prête à me ramener à Lyon, à mon empire, à la vie que j'avais construite au cours des 23 dernières années. Mais je ne voulais pas y aller. Ce soir-là, après le dîner, j'étais assis sur le porche, regardant le coucher de soleil, quand Pierre est sorti en courant. Le garçon est monté à côté de moi, ses petites jambes se balançant, sa petite voiture noire toujours bien serrée dans sa main. Il est resté silencieux longtemps, ce qui était rare pour un enfant aussi bavard que Pierre. Puis il a parlé, sa voix petite et tremblante. Il a demandé si oncle Julien allait partir bientôt. Je ne savais pas comment répondre. J'ai regardé le garçon à côté de moi, l'enfant qui m'avait tiré dans sa vie avec une simple phrase sur un chemin de terre 6 jours plus tôt. J'ai hoché la tête et j'ai dit « Peut-être », parce que la voiture était réparée maintenant. Pierre a baissé la tête et a fixé la petite voiture dans ses mains. Puis il a levé les yeux, ses grands yeux bruns rencontrant les miens, et il a posé une question qui m'a serré le cœur. Il a demandé si je voulais être son papa. Je ne pouvais plus respirer. J'ai fixé le garçon de 7 ans, me regardant avec un espoir pur. Un enfant qui n'avait jamais eu de père, qui n'avait jamais su ce que c'était que d'être aimé et protégé par un homme. Pierre a continué, sa voix tremblant davantage. Il a dit qu'il m'aimait bien. Je l'avais aidé à apprendre, j'avais joué avec lui, je lui avais cuisiné des pâtes. Il n'avait jamais eu de papa, mais il pensait que s'il en avait un, son papa serait comme moi. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai serré le garçon dans mes bras et je l'ai tenu fort, essayant de cacher les larmes qui montaient dans mes yeux. J'ai dit à Pierre qu'il était le gamin le plus courageux que j'ai jamais rencontré et que sa mère, sa maman, étaient extraordinaires. Je voulais promettre au garçon que je resterais, que je serais son père, que je ne partirais jamais. Mais je ne pouvais pas parce que je savais que ces promesses pouvaient être brisées et je ne voulais pas devenir un autre homme qui abandonnait Pierre. Après que Pierre fut rentré, Marie est sortie. Elle avait tout entendu. Elle se tenait dans l'entrée, me regardant avec des yeux rougis. Et je savais que ce qu'elle allait dire ferait mal. Marie s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Elle est restée silencieuse un instant, comme si elle cherchait la bonne façon de dire ce qu'elle avait à dire. Puis elle a parlé, sa voix tremblante mais ferme. Elle a dit que je devais partir, Julien. Je l'ai regardée, ne comprenant pas. Elle a continué, les yeux humides, mais ses larmes ne coulaient pas encore. Elle a dit qu'elle avait des sentiments pour moi. Elle ne le nierait pas. La nuit dernière, ce baiser, elle ne le regrettait pas. Mais elle avait Pierre. Pierre était tout pour elle, la raison pour laquelle elle vivait, la seule personne qu'elle avait laissée dans ce monde. Les hommes qui étaient venus me chercher. Ils étaient dangereux. S'ils revenaient, s'ils blessaient Pierre à cause de moi, elle ne se le pardonnerait jamais. Elle ne pouvait pas risquer son fils. Pas pour personne. Pas même pour moi. J'ai voulu argumenter. J'ai voulu dire que je les protégerais, que je ne laisserais personne leur faire de mal. Mais je savais que Marie avait raison. Ma présence était un danger. J'étais le danger. J'avais vécu dans l'obscurité pendant des années.
Et maintenant, cette obscurité menaçait les personnes que j'avais commencé à aimer. Marie m'a regardé droit dans les yeux, sa voix ferme mais pleine de douleur. Elle m'a dit de retourner à Lyon et de régler tout ce que j'avais à régler. Elle ne savait pas ce que c'était et elle ne voulait pas savoir. Mais quand je serais en sécurité, quand les gens qui voulaient me nuire ne seraient plus une menace, sa porte serait toujours ouverte. D'ici là, je ne pouvais pas rester ici. Non pas parce qu'elle ne voulait pas de moi, mais parce qu'elle n'avait pas le droit de mettre son fils en danger. J'ai compris. Elle ne me renvoyait pas parce qu'elle ne m'aimait pas. Elle me renvoyait parce qu'elle aimait Pierre plus que tout. Et cela m'a fait de la respecter plus que quiconque je n'avais jamais rencontré. J'ai hoché la tête, ma voix basse et nouée. J'ai dit que je comprenais et j'ai promis que je reviendrais. Pas une promesse en l'air, mais un serment d'un homme qui venait de trouver une raison de vivre différemment. Marie m'a regardé et les larmes ont enfin coulé. Elle a murmuré qu'elle attendrait, mais pas éternellement. Si 3 mois passaient et que je ne revenais pas, elle comprendrait. Nous sommes restés là ensemble, regardant le ciel nocturne du Jura une dernière fois, ne sachant pas ce que le lendemain apporterait, mais sachant que cette nuit était tout ce que nous avions. La dernière nuit s'est étirée comme si elle ne finirait jamais, et pourtant elle fut aussi brève qu'une seule respiration. Marie et moi étions assis ensemble sur le porche, sans dire grand-chose, laissant simplement la présence de l'autre emplir le silence. Nous savions tous les deux que lorsque le soleil se lèverait, tout changerait. Je tenais la main de Marie et je sentais les callosités rudes dans sa paume, les callosités d'une femme qui avait tout porté seule pendant tant d'années. Je lui ai dit, ma voix basse et ferme, que je reviendrais. Je l'ai promis. Pas une promesse de Julien Dubois, le patron de la pègre, mais une promesse de Julien, l'homme à qui elle avait donné une chance de revivre. Marie n'a pas pleuré. Elle avait assez pleuré dans sa vie et elle ne voulait pas que cette nuit soit une nuit de larmes. Elle m'a seulement regardé, mémorisant chaque ligne de mon visage, les yeux gris qui n'étaient plus aussi froids. La petite cicatrice sur mon front dont elle n'avait jamais demandé l'origine. La façon dont je souriais quand je la regardais. Elle a dit qu'elle attendrait, mais que je ne devais pas la faire attendre trop longtemps. 3 mois, c'était sa limite. Après ça, elle devrait continuer à vivre. Pour Pierre, pour elle-même. J'ai hoché la tête, je lui ai embrassé le front, et nous sommes restés là jusqu'à ce que le ciel commence à prendre le gris pâle de l'aube. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai fait mes quelques affaires et je suis sorti de la petite chambre derrière le garage une dernière fois. L'escalade était déjà garée devant, impeccable après que Marie l'eût lavée ce matin-là. J'ai regardé la voiture et je me suis souvenu du jour où elle était tombée en panne sur le chemin de terre 6 jours plus tôt. 6 jours qui avaient changé toute ma vie. Pierre est sorti de la maison en courant, les yeux rouges et gonflés. Il s'est jeté sur ma jambe, s'accrochant si fort qu'il ne voulait pas me lâcher. Il a pleuré et a demandé pourquoi je devais partir. A dit qu'il ne voulait pas que je m'en aille. A dit que j'avais promis de rester. Je me suis agenouillé jusqu'à être à la hauteur du garçon. J'ai essuyé les larmes de Pierre et je lui ai dit que je promettais de revenir. J'avais quelque chose à faire loin d'ici. Mais quand j'aurai fini, je reviendrai. Est-ce qu'il me croyait? Pierre m'a regardé avec ses grands yeux bruns, pleins de larmes et pleins d'espoir. Et il a demandé si je promettais vraiment, si je ne mentais pas comme son père l'avait fait. Cette question m'a coupé comme un couteau. J'ai serré le garçon près de moi, l'ai tenu fort, et je lui ai murmuré à l'oreille que je promettais que je n'étais pas comme le père de Pierre. Je reviendrai. Puis je me suis levé et j'ai regardé Marie dans l'entrée du garage, les bras croisés, essayant d'avoir l'air forte, même si ses yeux étaient rougis aussi. J'ai marché vers elle et je l'ai embrassée une dernière fois. Un baiser court, mais il contenait tout ce que je voulais dire et ne pouvait pas. Puis je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Dans le rétroviseur, j'ai vu la mère et l'enfant debout là, à regarder. Pierre faisait des signes, Marie restait immobile comme une statue.
Ils sont devenus de plus en plus petits jusqu'à disparaître au tournant du chemin de terre. Je suis revenu à Lyon avec un seul objectif, régler Arnaud Mercier et chaque menace afin de pouvoir retourner dans le Jura sans mettre Marie et Pierre en danger. J'ai appelé Sam dès que j'ai atteint la ville et j'ai ordonné une réunion d'urgence. Ce qui s'est passé au cours des 2 semaines suivantes fut du sang, de la violence et une impitoyabilité que j'avais essayé d'oublier pendant ces 6 jours dans le Jura. J'ai trouvé le traître au sein de mon organisation, celui qui avait fourni des informations à Mercier sur ma localisation. Je l'ai traité sans ciller. Puis j'ai porté toute mon attention sur Mercier, construisant l'attaque, frappant les points les plus faibles de l'ennemi. Mercier est tombé par une nuit pluvieuse à Lyon, mettant fin à une guerre qui durait depuis des années entre les 2 organisations. J'étais au sommet de mon empire, mais le pouvoir ne me satisfaisait plus comme avant. J'ai commencé à tout réorganiser, confier des responsabilités à Sam petit à petit, préparant un avenir différent. Chaque nuit, aussi occupé que je sois, j'appelais le téléphone fixe du garage, l'ancienne ligne téléphonique, le signal parfois instable. Mais la voix de Marie et la voix de Pierre à l'autre bout étaient les seules choses qui me gardaient la tête claire. Pierre parlait de ce qui s'était passé à l'école, du chat de Sophie qui venait d'avoir des chatons, d'obtenir une note parfaite en maths parce qu'il utilisait la méthode que je lui avais enseignée. Marie parlait des voitures qu'elle réparait, du temps du Jura qui changeait avec les saisons, de mon manque sans jamais prononcer les mots à voix haute. Ces courts appels sont devenus la raison pour laquelle je tenais chaque jour. Je marquais chaque jour sur mon calendrier, comptant les jours jusqu'à ce que tout soit réglé, jusqu'à ce que je puisse retourner au chemin de terre qui menait au petit garage où mon cœur attendait. 3 mois sont passés comme un long rêve rempli d'anxiété et d'attente. Marie a compté chaque jour, même si elle ne voulait pas l'admettre. Chaque matin, quand elle se réveillait, elle regardait le chemin de terre devant le garage et se demandait si aujourd'hui serait le jour de son retour. Chaque fois qu'elle entendait une voiture passer, son cœur s'emballait, puis retombait quand ce n'était pas le Cadillac Escalade noir. Les appels nocturnes sont devenus moins fréquents pendant la dernière semaine, puis ils ont cessé complètement. Marie ne savait pas ce qui s'était passé. Elle ne savait pas si Julien était en sécurité. Elle ne savait pas s'il se souvenait encore d'elle et de son fils, ou s'il était retourné à son ancienne vie et avait oublié le petit village du Jura. Elle se disait qu'elle s'était préparée à cela, qu'elle savait qu'il pourrait ne pas revenir, qu'elle ne s'effondrerait pas s'il disparaissait comme les autres hommes de sa vie. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Le dernier jour du 3e mois, alors que Marie avait presque perdu espoir, un véhicule est apparu sur le chemin de terre. Non pas l'élégant Cadillac Escalade noir dont elle se souvenait, mais un vieux Ford F-50 vert, aussi ordinaire que n'importe quel camion qu'elle avait jamais réparé. Pierre jouait dans le jardin et n'y a pas prêté beaucoup d'attention au début, jusqu'à ce que le camion s'arrête devant le garage et qu'un homme en sorte. Le garçon s'est redressé d'un bond, les yeux grands ouverts, puis a crié si fort que ça a résonné dans toute la vallée. « Maman, c'est oncle Julien. Oncle Julien est revenu. » Marie est sortie du garage en courant, tenant toujours une clé à molette, le cœur battant à tout rompre. Elle l'a vu et l'a presque pas reconnu. Je ne portais plus de costume coûteux, pas de chaussures en cuir brillant. Je portais une simple chemise à carreaux, un jean délavé et des bottes usées. Mes cheveux étaient plus longs qu'avant, avec quelques mèches argentées que je ne me souvenais pas avoir vues, mais mes yeux gris étaient les mêmes, et quand je les regardais, il n'y avait plus la froideur d'un patron de la pègre en eux, seulement la chaleur d'un homme qui rentrait chez lui. Pierre s'est jeté dans mes bras, pleurant et riant en même temps, demandant encore et encore si j'étais vraiment de retour, si je n'allais pas repartir, si je resterais avec Pierre et maman pour toujours. J'ai soulevé le garçon et je l'ai serré fort, disant que j'étais de retour, que j'avais tenu ma promesse. Je n'allais plus nulle part maintenant. Puis j'ai déposé Pierre et j'ai marché vers Marie. Mais elle a reculé.
Marie m'a regardé, ses yeux verts pleins de conflit. Elle voulait courir vers moi, me serrer, pleurer contre mon épaule, me dire combien je lui avais manqué. Mais la peur d'être abandonnée à nouveau la maintenait en place. Au cours des 3 derniers mois, elle s'était protégée en reconstruisant le mur autour de son cœur. Et maintenant que j'étais là, elle ne savait pas si elle pourrait démolir ce mur à nouveau. Sa voix tremblait alors qu'elle essayait de rester calme. Elle m'a dit que je ne pouvais pas simplement me pointer comme ça. 3 mois, Julien. 3 mois sans savoir si tu étais vivant ou mort. La dernière semaine, tu n'as pas appelé, et j'ai cru que tu nous avais oubliés. Je m'étais préparé à l'idée que tu ne reviendrais pas. Je ne pouvais pas continuer à ouvrir mon cœur pour être blessé à nouveau. J'en ai assez enduré. J'ai compris. Je savais qu'elle avait peur. Je savais qu'elle avait été trahie trop de fois pour faire confiance facilement. J'ai dû disparaître complètement cette dernière semaine, Marie. Si j'avais émis le moindre signal, les hommes de Mercier auraient pu le localiser directement jusqu'à ce garage. Je suis resté silencieux pour vous garder, toi et Pierre, en sécurité. Je ne vous ai jamais oublié, pas une seconde. Je me suis approché sans la presser, lui laissant le temps. J'ai expliqué que je n'avais pas appelé la dernière semaine parce que je terminais tout, que je mettais les choses en ordre pour pouvoir quitter Lyon pour de bon, sans regarder en arrière. Mercier avait été réglé. Chaque menace avait été gérée. J'avais confié l'Empire à Sam. Je n'étais plus un patron de la pègre. J'étais juste Julien, un homme avec un vieux camion qui voulait vivre une vie ordinaire aux côtés de la femme qu'il aimait et de l'enfant qu'il considérait comme le sien. Marie a secoué la tête, les larmes ont commencé à couler, même si elle ne le voulait pas. Elle a demandé comment elle était censée savoir que je disais la vérité. Comment était-elle censée savoir que personne d'autre ne viendrait me chercher demain? Comment était-elle censée savoir que je ne disparaîtrais pas à nouveau? Pierre se tenait d'entre nous, regardant de sa mère à moi. Sentant que quelque chose n'allait pas, il s'est avancé, a pris la main de sa mère, l'a serré fort et a parlé avec un sérieux bien au-delà de ses 7 ans. Il a dit, « Maman, oncle Julien a tenu sa promesse. Il a dit qu'il reviendrait et il est revenu. Mon papa, mon ancien papa, est parti et n'est jamais revenu. Mamie est partie et n'est jamais revenue. Mais oncle Julien est différent. Il a promis et il a tenu sa promesse. Tu me dis qu'il faut donner une chance aux gens. Donne-lui une chance, maman. » Marie a regardé son fils, un enfant plus vif et plus sensible que son âge. Elle a regardé dans les yeux de Pierre et a vu la confiance absolue qu'il avait en Julien. A vu l'espoir d'une famille entière qu'il désirait depuis 7 longues années. Puis elle m'a regardé, dans ses yeux gris fixés sur elle avec chaque once d'honnêteté qu'un homme pouvait offrir. Dans son regard, elle a vu la pure d'être rejetée, la vérité sans déguisement, l'amour que je portais pour elle et Pierre, et elle a compris que j'avais peur aussi, que je prenais un risque aussi, que je lui remettais mon cœur et que j'espérais qu'elle ne l'écraserait pas. Marie a expiré, les larmes coulaient toujours, mais les coins de sa bouche ont commencé à se relever. D'une voix étranglée, elle a dit que si je partais encore une fois, elle irait elle-même à Lyon et me ramènerait par le col avec une clé à molette. J'ai ri. Le rire le plus éclatant que j'ai eu en 23 ans. Je me suis approché et je l'ai serrée dans mes bras, la tenant fort comme si je ne la lâcherais jamais. Pierre a poussé un hurrah et a sauté autour de nous, criant qu'oncle Julien restait, qu'oncle Julien serait son papa maintenant. Marie a pleuré contre mon épaule. Mais c'était des larmes de bonheur, de soulagement, d'être enfin autorisé à faire confiance à quelqu'un sans la terreur d'être abandonné. Et je l'ai tenu, j'ai tenu Pierre, j'ai tenu la nouvelle vie que je pensais ne jamais mériter. 1 an après mon retour dans le Jura, le petit garage du village de Sainte-Marie était plus fréquenté que jamais. La vieille enseigne avait été remplacée par une nouvelle, toujours peinte à la main sur bois, dans la tradition de la famille Picard. Mais l'inscription disait maintenant « Garage Picard et Dubois ». J'ai appris à réparer les voitures avec Marie
Et mes mains étaient maintenant calleuses à cause de l'huile de moteur au lieu de la détente d'un revolver. Je ne portais plus de costume coûteux, ne marchais plus en chaussures italiennes, ne donnais plus d'ordre à personne. J'étais juste un mécanicien ordinaire dans un petit village. Et ça me rendait plus heureux que je ne l'avais jamais été pendant les 23 années passées comme patron de la pègre. Le mariage, le vrai, a eu lieu 1 an après tout ça, sous le chêne. Ce fut simple, juste nous, Pierre et quelques amis proches. Ce n'était pas un mariage grandiose avec des centaines d'invités, le genre que j'aurais pu organiser si j'avais voulu. Non, c'était ça, la vraie richesse. Aujourd'hui, un après-midi d'été, je conduis le vieux Ford F-150 vert sur ce même chemin de terre. Pierre est assis à côté de moi, la petite voiture noire toujours bien calée dans sa main. Je m'arrête à l'endroit exact où l'escalade était tombée en panne plus d'1 an plus tôt. Père et fils sortons et restons là, regardant la prairie immense et les montagnes enneigées au loin. Pierre demande, « Papa, pourquoi on s'arrête ici? » Je regarde mon fils, je souris et je lui raconte ce jour-là. Le jour où un garçon de 7 ans est apparu sur une route solitaire, tenant une petite voiture, et a dit une simple phrase qui a changé toute ma vie. « Ma maman peut la réparer. » Pierre sourit, fier de faire partie de cette histoire. Je lui ébouriffe les cheveux et je lui dis qu'il avait raison ce jour-là. Sa maman pouvait la réparer. Elle n'a pas seulement réparé ma voiture, elle a réparé mon cœur aussi. Le cœur que je croyais brisé au-delà de toute réparation. Et Pierre. Pierre était celui qui m'avait mené à elle. Pierre était mon petit ange. Nous restons là un long moment, père et fils, contemplant les champs, savourant la paix que nous avions tous les deux parcouru un long chemin pour trouver. Puis nous remontons dans le camion et rentrons à la maison, où Marie nous attend au garage avec un sourire aux lèvres et le dîner à moitié préparé sur la cuisinière. Réflexion finale, 80-120 mots. Et aujourd'hui, que dire? Parfois, la vie est juste un enchaînement de choix. Je n'ai aucune idée si mes parents me reconnaîtraient, s'ils approuveraient l'homme que je suis devenu. L'ombre est toujours là, vous savez, tapie quelque part, on ne s'en débarrasse jamais vraiment. Mais ici, dans le Jura, avec Marie et Pierre, elle ne me définit plus. J'ai trouvé un sens, une lumière, quelque chose de simple et de vrai. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce que les peurs disparaissent? Jamais vraiment. On apprend juste à vivre avec. Mais est-ce que je suis là où je dois être? Oui, je crois bien. C'est compliqué la vie, mais c'est la mienne. Et ça, c'est déjà une victoire en soi.